tous, bienvenue dans Security Book. GIGN, RAID, l'élite de nos forces d'intervention engendre l'admiration par leur courage et leur dévouement. Que ça soit dans des opérations dramatiques et médiatiques, comme face aux terroristes du Bataclan ou de l'Hypercacher, ou d'autres interventions moins dans la lumière, comme face à un forcené à Nérac ou à Digne-les-Bains par exemple. Ils sont les éboueurs de notre société, comme le dit si bien Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID et co-auteur d'un livre passionnant, écrit à quatre mains avec Thierry Orozco, qui est sur mon plateau. Bonjour Thierry. Bonjour. Ravi de vous retrouver sur le plateau d'A-News Sécurité pour ce livre qui est absolument passionnant, un échange écrit à quatre mains, comme je le disais à l'instant. Alors, vous êtes général de la gendarmerie nationale, vous avez été patron du GIGN de 2011 à 2014, et vous avez donc coécrit avec Jean-Michel Fauvergue, qui a été boss du RAID de 2013 à 2017. GIGN RAID, deux patrons face aux nouvelles menaces, c'est chez Mareuil Éditions. Je suis très très fier de vous avoir sur le plateau d'A-News Sécurité, tant je porte de l'admiration pour tout ce que vous avez fait et pour vos hommes. Pour préciser ceux qui ne le savent pas encore, le GIGN, c'est le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, et le RAID, celui de la police. En termes d'effectifs, le GIGN, c'est 700 personnes, mais ça va tendre jusqu'à 1000 personnes bientôt. Exactement. On est d'accord. Oui. Et pour le RAID, c'est grosso modo 550 opérateurs de terrain. Alors, pour commencer, quel était le but de ce livre et de l'écrire à quatre mains comme ça ? Alors le but d'abord, c'était un peu de confronter notre vision de l'intervention, la façon dont on gère des unités. Bien souvent, on a tendance à opposer ces unités. Mais en fait, à travers ce livre, nous-mêmes avons découvert que nous avions certes un but commun, celui de résoudre des crises, mais qu'en fait, nous avions beaucoup de points communs et aussi beaucoup de différences. En fait, on voit que la culture façonne une unité, sa façon de travailler, sa façon de recruter, sa façon de penser, mais qu'il y a un moment où il faut travailler ensemble, parce que c'est dans l'intérêt général. Vous montrez quelque part l'envers du décor, ce qu'on ne connaît pas, nous, en public. Oui, bien souvent, on a tendance à résumer une unité d'intervention à un homme casqué avec un gilet pare-balles, qui est plutôt dans l'action, mais on veut montrer que derrière cette action, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de préparation. C'est un peu l'objet du livre, de montrer que rien ne se fait sans un travail en amont et une réflexion en amont qui est très longue, mais qui va faire qu'on devient efficace. Que ce soit sur le territoire national ou à l'international, puisque le GIGN et le RAID peuvent intervenir à l'international sur des opérations justement et des missions complètement différentes. On peut le découvrir dans ce livre. Tout à fait, on a des missions. Alors, le RAID comme le GIGN ont déjà des missions de sécurisation des ambassades les plus menacées, dans les pays qui sont généralement en guerre ou en proie à une guerre civile. Ouais. À ce moment-là, il faut protéger les diplomates français. Ouais. Et là, le RAID comme le GIGN envoient des équipes qui protègent les gens dans des conditions extrêmement dégradées et extrêmement dangereuses. Alors, comme vous le disiez à l'instant, ce sont deux unités d'intervention qui, finalement, sont assez proches, et qu'on ne devrait pas opposer, ce qui a souvent été fait. Pourquoi ? Alors, vous savez qu'il y a une tradition historique un peu, on parle de guerre des polices, des rivalités police-gendarmerie. Alors, c'est vrai que dans l'esprit, de temps en temps, on peut penser, tiens, ils l'ont fait, comment aurais-je fait ? J'aurais peut-être fait mieux. Bon. On est aussi dans un monde de compétiteurs. Que ce soit le RAID, que ce soit le GIGN, c'est formé de gens qui ont l'envie de gagner. Ouais. Et quand on a envie de gagner, forcément, on se compare aux autres et on a envie d'être le premier. Donc il peut y avoir une émulation, mais l'émulation ne veut pas dire ni concurrence, ni opposition. D'accord. C'est vrai que en lisant ce livre, on découvre quelque part, c'est très, très commun avec des sportifs de très haut niveau. Alors, tout à fait. D'ailleurs, diriger... commander ouais. Une unité comme ça, souvent, on peut voir qu'il y a des points communs avec des entraîneurs d'équipe où il y a des gens qui sont un peu en avant ou très en avant. Ouais. C'est compliqué, il faut imposer une tactique. Alors, le GIGN comme le RAID, contrairement sans doute aux équipes de foot que je connais moins bien ouais. ou aux équipes de rugby, en opération, c'est très facile. Ouais. C'est très facile. Le plus compliqué dans ces unités-là, c'est de ne pas être en opération et d'être à la base arrière. C'est ça. Là, c'est plus difficile à gérer.
Alors, vous développez, on va parler d'un certain nombre de sujets, pas tous, parce qu'il faudra bien évidemment vous procurer ce livre qui est, je le répète encore une fois, passionnant et on apprend plein de choses. Les conditions d'arrivée et de progression au sein des deux groupes, que ce soit GIGN ou RAID, elles sont bien différentes. Est-ce que vous pouvez nous détailler effectivement ces façons de progresser au sein de l'un et Je vais de surtout l'autre? parler de la façon dont Ouais. le GIGN recrute. Alors le GIGN a une culture militaire. Ouais. Donc la culture militaire fait que, en fait, on recrute quelqu'un qui a déjà une petite expérience en gendarmerie, Ouais. mais ensuite on va le façonner, c'est-à-dire qu'il y a des tests de recrutement qui sont assez sévères, et ensuite on va se donner une année pour former quelqu'un. Former quelqu'un, ça veut dire lui apprendre à être collectif. C'est là où toute l'importance, mais je dirais au RAID comme au GIGN, faire de gens qui sont individualistes des gens qui vont apprendre à travailler ensemble. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et il faut bien 1 an en gendarmerie parce qu'on va tout refaire depuis le travail individuel, le travail en équipe, le travail collectif, apprendre des techniques, apprendre des tactiques. En fait, avoir confiance, confiance en soi, confiance dans ses camarades, Bien sûr. confiance dans les équipements, confiance dans l'unité. Et ça met bien 1 an avant que, au bout de ce rite initiatique, on puisse mettre les gens en position de faire des opérations. Ouais. Et qu'ils soient acceptés par les autres en disant « ça ne va pas être un danger pour nous, on ne va pas avoir besoin de s'occuper de nous, ça va être une valeur ajoutée au groupe ». Quelle est la semaine type, si on peut dire, d'un groupe d'intervention du GIGN? Alors la semaine type, bien évidemment, c'est du lundi au lundi, généralement. Les gens prennent une alerte. Alors l'alerte au GIGN, c'est 20 minutes partie de la base. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'alerte se déclenche, 20 minutes après, le groupe constitué, c'est-à-dire une vingtaine d'hommes, doit avoir quitté avec armes et bagages le GIGN. D'accord. Donc, la première chose à faire le lundi, c'est de régler les fusils. D'accord. En fait, c'est un peu un rituel. Ouais. On va régler les fusils. Les fusils sont bien entendu réglés, mais aussi le responsable de la section qui va prendre l'alerte voit un peu l'état de forme des gens. Ouais. En disant, ben lui, cette semaine, il est pas mal, lui, il est pas mal. Bon, c'est un petit rituel qui fait qu'on se met dans le rythme de ceux qui vont vivre avec une échelle de temps à 20 minutes. D'accord. On le conçoit difficilement, et 20 minutes, c'est très court, et le fil à la patte que vous avez est vraiment très court. Ouais, j'imagine. Alors, vous parliez de ces personnalités et vous compariez quelque part comme des entraîneurs, comme Didier Deschamps, par exemple, de gérer des Mbappé, des Griezmann, donc des joueurs, et là, des hommes de talent, mais parfois individualistes, donc il faut mettre dans le moule de travailler en équipe. Quelle qualité, justement, vous avez dû développer pour mieux les fédérer? Alors, tout d'abord, on ne fédère les gens que dans la difficulté. Ah oui. On ne peut pas dire on va former un groupe, tiens, on va faire quelque chose d'amusant, on va faire une grande prochaine partie et puis ça va se rassembler. Non. On apprend aux gens que le collectif, ça se construit parce que j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Et le collectif, c'est ça. Donc c'est à partir de là, en mettant les gens dans la difficulté, et de la difficulté, c'est en poussant les gens jusqu'au bout d'eux-mêmes, c'est-à-dire dans la fatigue physique et le manque de sommeil. À partir de là, vous commencez à être plus proche de votre situation dans une crise réelle. Et là, vous allez commencer à comprendre pourquoi être collectif, c'est mieux que d'être individuel. Alors, paradoxalement, je vais dire que même, pour donner l'exemple le plus poussé, les instructeurs qui forment les jeunes s'aperçoivent tout d'un coup qu'il y en a un qui est un peu au-dessus du lot. Oui. Et bien, paradoxalement, ils vont s'acharner sur lui. Alors, c'est pas du sadisme. Non. C'est simplement que ce garçon, sans doute depuis sa plus tendre enfance, il est plus fort que les autres. Ouais. Et lui, il s'est jamais rendu compte que quand il court, les autres tirent la langue, que lui, il ne tire pas encore la langue. C'est ça. Que quand il fait quelque chose, les autres sont à 120% quand lui est à 80%. Donc on va lui faire découvrir ce que c'est d'être en difficulté et d'avoir besoin des autres. Ouais. Et ça, c'est tout un apprentissage, c'est de faire une équipe. Et si la personne, même s'il a les meilleures qualités du monde, n'est pas capable de rentrer dans un collectif, on s'en sépare sans état d'âme. Ah oui, d'accord, direct.
direct. Et ça, ce que vous décrivez, ce sont donc ces phases qui sont des phases non opératoires, ce sont les phases effectivement d'entraînement, entre autres. C'est des phases d'instruction et ensuite des phases d'entraînement. Parce que quand on part en opération, on doit plus se poser ces questions d'individualité. C'est une machine qui se met en marche. Et là, c'est le collectif qui va faire que ça va être une machine à gagner. D'accord. Alors, malgré vos nombreuses, vous disiez gagner, donc vos nombreuses victoires, je vais dire réussites, il y a aussi des échecs qui ont des conséquences dramatiques, aussi bien pour ceux que vous défendez que pour vos hommes. Comment est-ce que dans ces moments épouvantables, on arrive à remobiliser ces troupes en termes de management? Alors tout d'abord, il y a une longue tradition au GIGN et aussi au RAID. Je vais parler du GIGN que je connais le mieux. C'est la tradition du retour d'expérience. C'est-à-dire qu'on progresse sur ce qu'on a fait. Et on regarde les limites de ce que l'on a fait, qu'on ait réussi ou qu'on ait échoué. En fait, on avait une règle qui disait, c'est pas parce que ça s'est bien fini qu'on a bien fait. Ça, c'est très important. Et on va commencer à réfléchir en disant, tout ce qu'on a fait, d'une manière chronologique, à chaud, puis après, quand on est de retour à la base, plus à froid, avec les gens qui ont les expertises dans les domaines, on va commencer à réfléchir pour traduire ça en disant, tiens, il faut qu'on décline ce qu'on a appris en termes de tactique, en termes d'équipement et en termes de formation. D'accord. Et là, on est dans quelque chose qui va nous faire progresser. Maintenant, l'unité, elle, est une unité très soudée. Donc les gens ont tendance à se retrouver entre eux. Alors la première entité, c'est évidemment les gens de la même promotion. Bien sûr. Ceux qui sont de la promotion 2020, par exemple, qui sont sortis en 2020, sont très proches les uns des autres. Ils ont souffert ensemble pendant 1 an. Mais après, il y a la solidarité du groupe qui se reconnaît dans les 4 lettres. C'est vrai au GIGN et c'est vrai au RAID. On se reconnaît dans son entité et là, il y a la force du collectif qui va faire qu'on se regroupe, on se soutient et on fait face. Alors, vous révélez quelque chose d'assez étonnant. Les entraînements, on les imagine très durs, bien évidemment, mais je crois que vous avez perdu plus d'hommes en entraînement qu'en intervention au GIGN. 8 à l'entraînement contre 3, me semble-t-il. Vous parliez de ces rétex. Rétex, qu'est-ce qui fait que, justement, vous perdiez plus d'hommes à l'entraînement qu'en intervention? Alors, c'est parce que, d'abord, je vais reprendre une maxime qu'avait sortie la Légion. Entraînement difficile, guerre facile. D'accord. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut vraiment s'entraîner en essayant de repousser ses limites. La deuxième chose, c'est que il y a un temps aussi dans l'histoire du GIGN où on est passé du temps des pionniers au temps des artisans, puis au temps des professionnels. Et les techniques d'entraînement ont aussi évolué et la sécurisation a été de plus en plus encadrante dans les activités d'entraînement. Et c'est vrai que ce qu'on fait aujourd'hui, on ne le faisait peut-être pas dans ces conditions, mais comme en opération, on a su tirer les enseignements de ces échecs à l'entraînement, puisqu'il y a eu mort d'homme. Mais tous ces entraînements ont fait que le GIGN est ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire une machine capable d'affronter des situations dites impossibles ou impossibles à première vue, et on arrive toujours à la fin, à résoudre la situation. Situation impossible et situation parfois totalement horrible. Justement, je voudrais qu'on parle de cette gestion de l'horreur. Quand on voit un homme tuer sa femme, égorger son enfant, par exemple, des opérations sur lesquelles vous intervenez, qu'on est mari, père de famille, comment on gère ça? On découvre que vous faites appel à des psys et c'est pas toujours efficace puisque ce sont des gens qui viennent de l'extérieur et qui ne voient pas comment fonctionnent ces hommes d'élite qui ont une partie un peu folle dans leur tête, pour arriver, effectivement, vous le dites très bien, en chef de file face à quelqu'un qui n'a qu'une envie, c'est de vous dézinguer. Il faut être un peu fou dans sa tête. Comment on gère ces hommes et comment on gère l'horreur? Alors, la première chose, encore une fois, c'est le collectif. Alors, il y a une chose qui a été créée pratiquement avec le GIGN, c'est à l'issue de chaque opération, quand il y a une opération qui a lieu de forte intensité, dès que c'est fini, on se retrouve et on mange ensemble.
D'accord. Les gens qui ont fait l'opération. Et là, ça fait une espèce un peu de lâcher prise. Ouais. Et en fait, on l'a fait de manière instinctive. Enfin, les grands anciens l'ont fait de manière instinctive. Et puis les psychologues nous ont appris que ça avait été quelque chose de bien, ça a lavé les cerveaux. Ensuite, évidemment, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, on ne parlait pas beaucoup des blessures psychiques. C'est vrai. Il a fallu attendre l'Afghanistan pour que les armées françaises apprennent, notamment des Américains, ce qu'est le syndrome post-traumatique. Et je me rappelle, parce que j'étais au GIGN au moment de l'affaire d'Ouvéa, que les gens qui sont revenus d'Ouvéa, il y avait des GIGN qui avaient été pris en otage. Oui. N'ont jamais fait l'objet d'un suivi psychologique. Et je sais que certains ont beaucoup souffert dans leur âme d'avoir été dans ces opérations-là. Et le cocon du GIGN n'était pas suffisant pour traiter le problème auquel ils avaient eu à faire face. C'est plutôt, vous dites, les médecins internes au GIGN qui ont un rapport au niveau psychologique plus efficace que les psys extérieurs. Hein. Alors, le GIGN, comme le RAID, a ses propres médecins. C'est des médecins qui sont intégrés dans les colonnes d'assaut quand c'est une intervention. Donc c'est des gens qui vivent la même chose, on partage. Donc lors que l'on partage, on a le sentiment qu'ils nous comprennent. Donc à partir de là, le médecin, c'est le premier membre du corps médical ayant accès à des GIGN et auquel on peut parler. D'accord. À partir de là, les gens vont commencer à parler avec eux et eux vont peut-être orienter vers des psychologues. Mais de faire venir un psychologue ex abrupto dans ces unités, c'est voué à l'échec parce que ça va être très difficile de les faire accepter par cette unité où, par définition, les gens disent « de toute façon, ils ne peuvent pas comprendre ce qu'on vit ». C'est clair. Et ils ne pourront pas se confier. Justement, je voudrais savoir, il y a tout un chapitre sur le rôle des femmes, parce qu'on ne le sait peut-être pas, mais il y a des femmes au RAID et au GIGN. Est-ce qu'on peut développer ce sujet et expliquer aussi pourquoi il y en a beaucoup moins dans l'intervention pure, tout simplement pour une question liée au matériel et à la lourdeur du matériel? Alors, il y a des femmes au GIGN, parce qu'il y a des femmes en gendarmerie, elles ont leur place au GIGN. C'est indiscutable aujourd'hui et personne ne viendrait au RAID comme au GIGN discuter de la place de la femme dans ces unités d'élite. Ouais. Au GIGN, pour être plus précis, il n'y a pas de femmes à l'intervention parce qu'il n'y a pas de test femme ou de test homme. Il y a des tests équipiers. Un équipier, c'est quelqu'un qui a jusqu'à 40 kilos sur le dos et qui doit être capable de monter une gouttière, de grimper par l'extérieur un immeuble en s'accrochant à ce qu'il va trouver. C'est quelqu'un qui doit être capable de tirer son camarade équipé s'il est blessé au sol. Donc il y a des tests qui font appel à la force physique. Et pour l'instant, je crois qu'aucune femme ne s'est présentée à ces tests-là. Ah oui, c'est même pas réussi, c'est présenté. Présenté. Mais si une femme se présente aujourd'hui, on ne va pas lui dire il y a un barème femme. On va dire il y a le même barème pour tout le monde. Maintenant, il y a des femmes dans d'autres fonctions opérationnelles, au GIGN comme au RAID. Au GIGN, il y en a qui font de la protection, il y en a qui font de l'observation-recherche, il y en a qui font des techniques plus spéciales comme de la serrurerie. Tout ça, c'est des gens qui partent en opération avec leurs camarades du GIGN. Au RAID, il y en a qui sont tireurs d'élite, il y en a qui sont négociateurs, enfin négociatrices. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, les femmes sont bien intégrées. Et moi, en tant qu'ancien commandant du GIGN, je peux témoigner que les femmes réussissent fort bien, puisque dans les commissions d'avancement, c'est-à-dire pour prendre un grade supérieur, je voyais que les femmes progressaient, pour celles qui étaient en nombre moins important que les hommes, beaucoup plus vite. C'est une reconnaissance de leur mérite, simplement. Est-ce que le GIGN et le RAID ont des échanges avec les meilleures troupes d'élite étrangères, voire même des entraînements pour passer des trucs, des astuces, des expériences, communiquer, avancer? Alors, là, c'est obligatoire. Quand vous êtes dans ces unités-là, vous allez chercher le savoir où il est. Et le savoir, ça s'achète. Ou plus exactement, ça s'échange. Donc une unité
vous connaissez à peu près le niveau des unités. Hein. Vous dites, bon, je suis à peu près de ce niveau. Vous échangez avec une unité et elle vous dit, moi, j'aimerais bien que tu m'apprennes ça. En échange, je suis prêt à t'apprendre ce que tu veux. Et donc, il y a des échanges qui ne sont pas protocolaires. D'accord. On a vraiment des échanges qui sont des échanges opérationnels. D'accord. Je te donne ça, tu me donnes ça. Et il y a même des échanges qui sont des échanges d'interopérabilité, c'est-à-dire être capable d'intervenir avec. Ouais. Ainsi que le GIGN comme le RAID sont intervenus. Le GIGN a été prêté main forte à nos camarades belges qui ont une unité remarquable et avec laquelle les relations sont de plusieurs décennies maintenant. Donc il y a des échanges. Après, il y a des échanges où on va aller avec des unités qui sont d'un niveau plus bas. Donc là, on va aller les former. Là, c'est plutôt de la coopération entre les ministères de l'Intérieur français et un autre ministère de l'Intérieur ou une autre force armée d'un pays étranger. D'accord, donc ça se fait tout à fait facilement, que ce soit en Europe, voire ailleurs. Ou dans le monde. Ou dans le monde. Est-ce que vous, justement, ces deux groupes, RAID et GIGN, ont participé à développer de nouveaux matériels de sécurité ? Bien entendu. Ouais, par exemple. Bien entendu. Alors, le plus célèbre qu'il y a, c'est une nacelle de récupération qui est une sorte de parapluie inversé. D'accord. Qui a été développé pour récupérer des gens sous un hélicoptère. Jusqu'à présent, les techniques de récupération des gens par hélicoptère, soit l'hélicoptère se posait, ce qui est parfois très compliqué, soit il y avait un gros câble, et on s'accrochait au câble, mais il fallait avoir un harnais, et puis toute une procédure assez longue, il fallait s'entraîner. En fait, un membre du GIGN a eu un jour l'idée de dire « je fais un parapluie inversé, je le déploie, les gens montent dessus, mettent une sangle autour de la taille, et l'hélicoptère repart. » Ça, c'est un exemple simple d'une technique qui, aujourd'hui, est utilisée dans le monde entier et qui vient du GIGN. Et il y en a beaucoup d'autres, que ce soit venant du RAID comme du GIGN. Pourquoi ? Parce que ce sont les gens qui ont le besoin opérationnel et qui arrivent à le traduire. Oui, bien sûr. Donc, c'est un avantage aussi pour l'industriel qui a son bureau d'études sous la main, en leur disant « vous feriez comment ?» Et là, la personne dit « moi, je ferais comme ci, comme ça ». Je me rappelle qu'au GIGN, il y avait un moment, le GIGN voulait acheter un fusil pour ses tireurs d'élite. On a fait modifier un fusil qui était déjà sur étagère, en faisant reculer le bipied, parce que les tireurs d'élite trouvaient que le bipied n'était pas positionné comme ils auraient aimé qu'il soit positionné pour être plus efficace. D'accord. Donc, à chaque fois, on arrive et on fait progresser la technique, parce que encore une fois, on est sur le retour d'expérience. On fait progresser la technique, on fait progresser la tactique et on fait progresser les hommes. Et le matériel. Est-ce que vous utilisez les nouvelles technologies aujourd'hui ? Est-ce que ça vous aide beaucoup dans votre travail ? Alors, évidemment, il ne peut pas y avoir... on ne peut pas faire abstraction des nouvelles technologies, quelles qu'elles soient. Alors d'abord, le numérique, bien évidemment. Le numérique nous a envahis, mais quand on regarde une caméra aujourd'hui, c'est du numérique. Quand on regarde une position GPS, c'est du numérique. Quand on va faire voler un drone, qui soit très grand ou minuscule, c'est du numérique. Donc aujourd'hui, on se sert, et au RAID comme au GIGN, il y a cette faculté à se servir, on va dire, un double usage. C'est-à-dire qu'on va trouver des équipements qui, au départ, ne sont pas nécessairement faits pour la sécurité, mais on va s'en servir parce qu'on dit, tiens, ça m'aiderait bien dans telle situation. D'accord. Par exemple ? Alors, par exemple, on s'était servi à un moment pour déclencher des explosifs d'un système qui sert pour la détection du rythme cardiaque. D'accord. Donc c'était vraiment un objet qui n'avait pas été fait pour et dont on s'est servi parce qu'on s'est dit vraiment là, c'est exactement ce que je cherche pour déclencher l'explosion dans la milliseconde qui correspond au temps de l'action. Est-ce qu'il y a des nouvelles technologies de demain, enfin de demain très proche, qui pourraient vous être utiles et que vous attendez avec impatience ? Alors, les premières choses, évidemment, bien évidemment, comme toujours, c'est on veut des équipements de plus en plus légers. Pourquoi ? Parce qu'il existe des équipements, par exemple,
on voudrait bien avoir une modélisation d'un bâtiment le plus vite possible, en 3D. On voudrait bien pouvoir géolocaliser des gens immédiatement dans un bâtiment. D'accord. On voudrait bien regarder à travers les murs. Thermique, ça marche déjà, ça. La thermie ne marche pas à travers un mur. Hein. Si le mur est en béton, il y a des dispositifs pour regarder, mais qui ne sont pas des dispositifs aussi simples à utiliser que les conditions d'une opération l'imposent. Bien sûr. Donc on veut toujours alléger, miniaturiser et aussi faciliter l'emploi. Que tout soit simple pour l'utilisateur qui doit se concentrer sur son métier. Alors, parlons de sécurité globale et du continuum de sécurité. Jean-Michel Fauvergue, avec qui vous avez écrit ce livre, est désormais député. Il est co-auteur, entre autres, d'un texte de loi avec Alice Toureau. Il y a beaucoup de professionnels de la sécurité, de directeurs sécurité, qui estiment que ce continuum est inexistant, que c'est un serpent de mer. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je m'inscris en faux. Ouais. Alors, je vais donner un exemple sans aller avec les directeurs de sécurité. Il y a 15 ans, quand il y avait une action terroriste, on parlait du GIGN, on parlait du RAID. Ouais. Peu à peu, à l'initiative de Jean-Michel et de moi-même, on a parlé de la guerre du temps, et on a dit que les primo-intervenants, c'est-à-dire les policiers et les gendarmes classiques, devaient intervenir. Et on a dit, un jour, ce seront les policiers municipaux. Aujourd'hui, on voit bien que ce sont les policiers municipaux qui ont été au contact des derniers attentats, les premiers. Donc on voit bien que ce continuum se développe. Alors c'est pas simple, c'est jamais simple, parce qu'on est dans un monde où en France, on a une culture très régalienne. Il y a des choses qui appartiennent à l'État. Et dans cet État, il y a des choses qui appartiennent à des unités d'élite. Bien sûr. On démocratise un peu tout ça. Et ça s'étend, on voit bien que dans la sphère policière, on est parti des unités d'élite, aux forces de police classiques, aujourd'hui aux polices municipales, et j'en suis persuadé demain aux forces de sécurité privées. D'accord. Tout ça travaille dans un ensemble. Il y a des plafonds de verre, évidemment, à faire sauter. Tout n'est pas interchangeable, mais on voit bien que les esprits progressent et c'est ça qui est le plus important. Depuis quelque temps, l'image de la police est un peu chahutée, et de la gendarmerie également. Est-ce que l'utilisation de caméras piétons par les forces de sécurité publique vont être utiles, vont faire disparaître d'abord certains rares comportements violents de quelques mauvais fonctionnaires? Et est-ce qu'elles vont aider à ce que l'image de la police et de la gendarmerie reste bonne aux yeux des citoyens, même si les sondages sont plutôt bons, mais on voit dans les médias, quand même, ils sont chahutés? Alors, s'agissant des caméras piétons, là pour moi, c'est assez simple. Par définition, ou par principe, on va considérer que le gendarme et le policier travaillent bien. Et donc, ils n'ont rien à cacher, donc on va prouver avec l'image que l'on a que l'on le fait bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que la force de l'image ne doit pas être juste dans ceux qui critiquent les forces de l'ordre. Pourquoi n'a-t-on que des images de policiers sortis du contexte? On sait très bien qu'on peut faire dire aux images bien des choses si on les sort du contexte. Si on a les images prises de l'autre côté, on peut peut-être mieux comprendre une situation. Donc la force de l'image ne doit pas être que sur les gens qui critiquent, mais aussi sur les gens qui peuvent justifier, je ne dis pas défendre, justifier leur action. Donc les caméras piétons, en plus, j'espère qu'un jour, elles pourront également retransmettre vers des centres de commandement des images de façon à ce qu'on puisse être aussi plus rapidement dans l'action et dans l'aide à un policier ou un gendarme qui est en difficulté sur le terrain. D'accord. Ça viendra. Et pour une intervention également. Et pour les interventions. Mais que ce soit pour les interventions ou les actions sur la voie publique. C'est-à-dire que je vois qu'un policier est en difficulté, je le vois parce que je vois l'image. Je n'ai pas besoin qu'on me le dise ou qu'on me le téléphone ou qu'on me le dise par radio. Je le vois. Ça, c'est un des maîtres mots de votre livre, c'est la rapidité de l'intervention, aussi bien au GIGN qu'au RAID, mais pour le reste. Pour le reste. On est d'accord. Mais c'est vrai pour toute la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on cherche à aller plus vite dans la compréhension des choses, dans l'analyse de cette chose et après dans la décision pour résoudre une situation. Quelle que soit la situation. Alors en sécurité, c'est plus exacerbé, mais si on y réfléchit bien, c'est à peu près partout.
Pour terminer, Thierry Orosco, si je vous cite 2 films sur le GIGN, L'Intervention, qui s'appelle comme ça, ce film, sur une opération à Djibouti, et L'Assaut, sur la prise d'otage de l'Airbus à Marseille, lequel conseilleriez-vous et lequel est le plus proche de la réalité? Alors moi j'ai bien aimé L'Assaut. D'accord. Alors d'abord parce que l'intervention, c'est quelque chose qui était avant que je rentre au GIGN. Moi je suis rentré au GIGN en 1987. Ouais. Donc je n'ai pas connu l'affaire Djibouti autrement que par la lecture et par la discussion avec ceux qui avaient été et qui servaient encore au GIGN quand j'y suis arrivé. Mais L'Assaut, je sais que c'était bien réussi parce que dans L'Assaut, les figurants sont des membres du GIGN. D'accord. Donc, ils ont été conseils au sein du film? Ils ont été, c'est eux-mêmes qui ont joué le rôle du GIGN au sein du film. Donc là, il y a une partie certes romanesque, il l'en faut. Bien sûr. Il y a une partie qui doit rester secrète, et il le faut aussi. Mais globalement, ça correspond à peu près à ce qui est. Et puis c'est très bien, et puis ça m'a bien plu, puis j'aime beaucoup l'acteur. Merci beaucoup Thierry Orosco. Je tiens à signaler qu'aujourd'hui vous êtes président d'une start-up qui s'appelle Obvious Technologies et qui est spécialisée dans l'édition de logiciels, spécialisée bien évidemment dans la sécurité. Je rappelle votre livre dans GIGN Raid, 2 patrons face aux nouvelles menaces. Vous découvrirez aussi les missions, les règles d'intervention et de déroulement au sein d'opérations, les pistes d'avenir. C'est à lire absolument. C'est vraiment un livre passionnant et cet échange avec Jean-Michel Fauvergue est vraiment très constructif. C'est chez Mareuil Édition à 19 €. Faites-vous plaisir. Merci beaucoup. Merci également à Benjamin Souhaité à la réalisation, à Soline Squill et à la Dream Team Agora à la production. Toutes les émissions sont en replay sur Anews Sécurité. On se revoit très bientôt. En attendant, prenez soin de vous.